Bonjour. Je vous remercie de vous être déplacés aussi nombreux pour ce sujet qui me semble... Ah non. Non. Merci. Voilà le premier choc physique qu'on arrive tout de suite à être face à soi-même. Vaste sujet. Donc on est face à soi-même, d'accord. Donc je vais vous indiquer, en fait, ce sujet qui est clé pour moi, c'est finalement quelles compétences il faut avoir pour innover et transformer les organisations. Pourquoi je me suis posé cette question, en fait. Donc je vais vous expliquer un peu mon parcours, ça va vous éclairer sur la recherche et sur finalement ma façon de penser quelque part. Moi rapidement j'ai fait des études, un double cursus en psycho et droit, et après je suis allé en école de commerce tout simplement parce que j'avais un objectif, c'était de monter une entreprise en 99, donc une start-up. Donc j'ai monté cette start-up qui est devenue une filiale d'un groupe industriel. Et donc j'ai à la fois managé cette start-up qui était dans le monde plus des brevets en fait, donc une technologie dure sur tout ce qui était interaction machine, et en particulier sur les premiers téléphones portables sans clavier physique. Voilà, donc je monte cette boîte-là, je deviens une filiale d'un groupe, je dirige aussi l'innovation et le marketing de ce groupe-là. Après, la difficulté, c'est comment d'une start-up, on concilie finalement une vision plus systémique d'un groupe industriel. Et là, il y a toujours des conflits. Gros conflit, je pars et là, je rejoins un projet d'un ami sur une start-up encore, la première entreprise d'autopartage de mobilité en France, qui s'appelait Casse Commune, dans lequel qui a été racheté après par Transdev. Donc c'était le premier dispositif en fait de libre service d'une voiture en partage. Puis après j'ai eu d'autres expériences en tant que directeur de l'innovation et du marketing dans des boîtes de data, dans le monde du design. Et il y a un moment, on a 40 ans, et âge assez critique, on se dit mais Brieux, qu'est-ce qui t'a fait lever tous les matins, prendre des claques, y arriver, innover, essayer de transformer les choses, c'est quoi ? Et là, je suis revenu finalement à mes premiers amours, c'était la recherche en psycho, et c'est suite à une rencontre avec un directeur d'un labo qui s'appelle Todd Lubart. C'est j'ai envie de comprendre, est-ce que les innovateurs n'ont-ils pas des processus, des dispositifs cognitifs différenciants des autres ? Donc ma première question de recherche, ça a été finalement de me poser la question si les innovateurs avaient un processus cognitif différenciant. Donc comment ça s'est organisé ? Parce que là on va parler de la méthodologie de la recherche dans un premier temps. Après dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Quels résultats on a trouvé ? Et vous présenter un modèle de compétences qui est aujourd'hui utilisé dans différentes organisations et qui donne des résultats étonnants. Alors, constat. Je me suis dit, j'ai travaillé plus de 20 ans dans l'innovation, je continue, et la transformation des organisations, souvent dans le monde de la recherche. Beaucoup de choses sont étudiées, mais dans le cadre de processus. Comment on fait pour mieux innover ? Quel processus on met en place ? Quelle méthodologie de travail on fait pour finalement mieux transformer l'organisation et innover ? Et on oublie toujours la deuxième partie, qui sont les hommes. Comme si finalement un processus pouvait suffire de lui-même. Et oui, mais moi, dans mes expériences, j'ai bien vu que le recrutement de 2 ou 3 personnes clés a pu cranter sur une façon incroyable sur des projets. J'ai bien vu que, tout simplement, ces compétences-là, m'amenées par 1 ou 2 personnes, pas beaucoup, pouvaient vraiment changer mon projet d'innovation. J'ai vu des projets d'innovation parfaitement structurés, mais avec des hommes qui étaient finalement peu capables de mettre en compétence ces actions-là et se planter. Donc je me suis dit, voilà, on va sur le deuxième chose et on va essayer de comprendre l'homme. Donc j'ai pris ce qu'on appelle des innovateurs, voilà ma cible, des intrapreneurs. Alors comment je définis l'intrapreneur ? C'est celui qui innove dans les grandes organisations. Il a 3 éléments importants, je le définis. Premier cadre, il met en action de la nouveauté. Cette nouveauté est relative, elle est nouvelle dans son milieu, elle n'est pas absolue. Okay. Deuxième chose, il la met en œuvre. Ce n'est pas qu'une simple idée, voilà.
il la met en œuvre. Troisième élément qui est important, c'est la création de valeur. Voilà, il amène de la valeur qui peut être organisationnelle, sociétale, voilà, qui peut être protéiforme. On a 3 conditions importantes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a scrollé plus de 40 000 CV, on en a retenu 2000. Sur les 2000, on a fait passer des questionnaires, des entretiens qui ont duré environ 1 heure à 1 heure et demie sur plus de 250 personnes d'entrepreneurs. Et derrière, on a catégorisé différentes compétences. Et derrière, on leur a fait passer un test qui nous a permis de mieux comprendre quelles étaient les dimensions, les compétences mises en œuvre dans l'innovation. Ça, c'est pour les intrapreneurs. Deuxième élément, oui, mais il y a les start-upers aussi. La grosse différence, c'est que les start-upers, eux, créent leur environnement. Ils innovent, mais ils créent leur entreprise. Les entrepreneurs, ils innovent, mais ils sont contraints par l'environnement. Voilà. Donc les start-upers, ça a été la même chose. Donc là, il y a un biais de sélection par contre. Je dois le noter par rapport à l'étude, c'est qu'on a pris les start-upers qui avaient eu un prix, un concours mis par BPI France. Pourquoi? Parce qu'en tant que de chercheur, on ne peut pas dire telle entreprise est innovante ou ne l'est pas. Il faut bien qu'il y ait un tiers, un label qui dit, voilà. Et on a pris les CEO de boîte. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a donné dans le deuxième modèle? Donc, voilà, ce qu'on a observé, c'est déjà, dans le modèle d'innovation profiler, c'est qu'on a mixé des caractéristiques individuelles, avec évidemment du contexte. Parce qu'il y a une forte dépendance entre l'individu et le contexte. Et tout à l'heure, je vais vraiment vous montrer cette dynamique entre l'environnement et les compétences de l'individu. Je ne sais pas si on peut aller directement sur le modèle. Donc le modèle, c'est quoi? Dans l'innovation, il y a à la fois l'individu. Donc l'individu, il a une dimension qui est cognitive, qui est donc sa capacité à traiter l'information. Voilà, son cerveau, comment il traite l'information. Conative, c'est le passage à l'action. Voilà, je résume évidemment. L'élément émotionnel aussi, qui est très important, l'intelligence, la capacité à utiliser les informations. Donc là, tout ça, ces 3 éléments qu'on peut voir, c'est sur l'individu. L'individu, il a une relation avec les autres, avec l'équipe, parce qu'on n'innove jamais seul. On n'est jamais un individu qui transforme l'organisation ou qui innove tout seul. Donc il y a une relation directement, voilà, ce qui sont les capacités à collaborer et capacités à communiquer. Après, on est tous pris dans un environnement, et c'est cet environnement-là qu'on va scroller et on va influer sur ces différentes relations, c'est-à-dire cognitives, émotionnelles et relationnelles. Et donc là, je vais vous montrer en substance les résultats. Donc voilà, on va un peu là aller vers les compétences cognitives pour comprendre un peu mieux ces éléments-là. Alors les compétences cognitives, finalement, qui ont été observées chez les managers, voilà, je vais vous les décrire. C'est pas besoin de lire là. Vous avez un fascicule qui vous a été donné, vous avez toutes les définitions qui sont en relation. Voilà. Ce qu'on a remarqué, c'est que les intrapreneurs fonctionnaient beaucoup en pensée intuitive. Qu'est-ce que c'est que la pensée intuitive? C'est pas au petit doigt mouillé. C'est absolument pas ça. C'est que j'ai la capacité à puiser dans mes expériences passées pour finalement prendre une décision rapidement. Voilà. À opposer à celui qui a une composante plus analytique, qui va comparer tout avec tout et qui va finalement prendre un mode de décision moins rapide. Il y a aussi ce que j'appelle ce muscle ou ce microprocessus qui est cette capacité à diverger. Alors diverger, c'est quoi? Ultra important, c'est à un moment je vous donne une information et à ce moment-là, vous me donnez différentes pistes. Vous divergez. Voilà. Mais il y a un moment, quand je vous donne différentes pistes, du moins un mot, et vous me donnez différentes pistes, il y a un moment, il faut bien converger pour aller vers une solution unique et avancer. Donc ça, c'est un muscle qui est lié à divergence-convergence, un microprocessus qui est directement lié à la capacité, d'innover, mais au sens
d'émettre de nouvelles idées, deux, de résoudre des problèmes. On voit bien, quelquefois, dans des réunions, il y a des gens qui divergent, ça part dans tous les sens, et il y a un moment où on ne converge pas. Voilà. Donc il faut bien savoir muscler ces deux éléments. L'autre élément qu'on peut voir, c'est que les start-upers, là, ils ont une flexibilité mentale nettement au-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est les CIO de start-up. À ce moment-là, ils ne sont plus en divergence, ils ont leurs produits, ok, ils ne sont plus en convergence, ils savent à peu près où ils veulent aller. L'essentiel, c'est d'être à l'écoute de la moindre information pour pouvoir pivoter. Voilà. Et donc, finalement, cette flexibilité mentale, qui est essentielle dans la capacité à se dire j'ai une nouvelle information qui m'arrive, donc je peux pivoter, changer mes ressources, est complètement essentielle et est particulièrement développée chez les start-upers. Et après, on peut voir qu'il y a tous un élément un peu... voilà, c'est la pensée logique. Alors la pensée logique, c'est celle qui est construite pour rentrer dans les écoles, dans les concours. Voilà ce que muscle toute la scolarité. C'est ce muscle-là qui nous muscle. C'est pour ça qu'on est à peu près tous les mêmes sur ça, parce que c'est les mêmes niveaux d'études. Voilà. Alors ce qui est intéressant, après j'en parlerai peut-être un peu plus en développant, c'est que ce n'est pas un modèle figé. Vous pouvez voir que le start-upper, parce qu'il sollicite beaucoup sa flexibilité mentale à ce moment-là, mais demain je le mets dans une situation différente et il va à nouveau resolliciter d'autres postures. On est à chaque fois en mouvance, en dynamique. Donc arriver à dire que quelqu'un est comme ça, que le mettre dans une couleur rouge, bleu, vert en termes de compétences, c'est se tromper. À un moment, on mobilise différentes compétences dues à une action extérieure qui nous amène à faire cette chose-là. Et à tout moment, on peut travailler ces différentes dimensions. La pensée logique est une exception, elle met beaucoup de temps finalement à acquérir et c'est l'objectif entre autres des études. Sur le deuxième élément, qui est les facteurs conatifs, donc ça c'est la mise en action. Donc là il y en a un peu plus. Donc il y a là j'ai passé plus rien, l'extraversion, la capacité à dire ce qu'on pense. C'est important pour fédérer un groupe, pour l'animer. Voilà, c'est pas je suis extraverti, c'est je suis capable de discuter de mes émotions avec les autres et créer une interrelation. Il y a la conciliation aussi, qui est un élément important. C'est qu'à un moment, quand on est dans la transformation, l'innovation, on est toujours obligé, entre guillemets, de concilier. Concilier à la fois l'information, les nombreuses sources d'informations qui arrivent, mais à la fois concilier aussi l'humain. L'autre élément très important, c'est qu'on est face toujours à un environnement quand on transforme ou on innove. Alors après, je vais juste faire une petite parenthèse rapide là. Je parle souvent de transformation et d'innovation, les mettant un peu dans le même sac. Est-ce qu'on peut les mettre dans le même sac ou pas ? Alors pourquoi je les mets dans le même sac ? Parce que je me suis rendu compte finalement, au départ j'avais pris des innovateurs. Et je me suis aperçu que les innovateurs, la première chose qu'ils faisaient, avant même d'innover, c'est qu'ils transformaient le milieu dans lequel ils étaient, l'organisation dans laquelle ils étaient, de manière à pouvoir mieux innover. C'est comme un paysan qui va tout simplement, naturellement, labourer son sol, en prendre soin, de manière à planter sa petite graine au mieux pour qu'elle s'épanouisse. Et bien, l'innovateur va naturellement organiser autour de son environnement le meilleur milieu propice à créer cette innovation. Donc, c'est particulièrement compliqué d'innover, tout le monde le sait, ou de transformer. Vous êtes face à uniquement plein de ressources externes qui vous disent surtout ne le faites pas, et c'est bien normal. Après, peut-être on aura un petit passage sur le traitement du cerveau par rapport à ça. Donc il faut beaucoup de persévérance, mais pas n'importe quelle persévérance, c'est pas je fais toujours la même chose, c'est je suis persévérant, mais j'utilise différentes stratégies de contournement. Donc ça, c'est ce qu'on mesure. L'ouverture, alors c'est pas l'ouverture où je suis ouvert, c'est l'ouverture à la nouveauté, donc à nouvelles informations, etc. La motivation, ça il en faut. Hein. Il y a deux styles d'information, mais je ne vais pas m'éparpiller sur... Et surtout, une importante, c'est la tolérance à l'ambiguïté. Ça, elle est essentielle. On peut voir
le gros différentiel entre les entrepreneurs et les managers. La tolérance à l'ambiguïté, c'est de dire aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus ambigu, qui est en mouvance, qui est flou, avec des informations qui viennent un peu partout, qui sont souvent contradictoires entre ce qu'on me dit en haut, ce qu'on me dit en bas, ce qu'on me dit à gauche, à droite. Donc comment, en tant que manager ou en tant qu'agent, tout simplement, on tolère cette ambiguïté. Des gens qui ont, par exemple, peu de capacité à tolérer l'ambiguïté dans certains éléments, et ils vont tout simplement exploser. Parce qu'ils ne vont pas être en capacité de gérer des informations contradictoires. Et ça, c'est... Et il y a la notion de risque. Alors, la notion de risque, c'est le risque, c'est la capacité à oser. Ce que je prends pour moi, ok, à titre individuel, mais il y a le risque que je prends aussi pour mes équipes, qui est souvent différenciant. C'est-à-dire, quelquefois, personnellement, je pourrais prendre beaucoup de risques, mais je n'emmène pas mon équipe dans ce risque-là, ce qui est très important. Donc, il faut savoir mesurer ces deux éléments-là. Après, dans les facteurs émotionnels, on a deux éléments centraux qui sont la positivité, donc la capacité d'embarquer ses équipes, d'être positif, voilà, et l'empathie. Alors l'empathie, on va s'arrêter un tout petit peu parce que c'est un élément clé. Clé parce que souvent elle est mal connue, elle est mal décrite. Bien voir qu'il y a deux éléments différenciants dans l'empathie. Il y a ce qu'on appelle l'empathie cognitive. L'empathie cognitive, donc qui passe par la cognition, c'est je comprends ton besoin, je le perçois, je le comprends. Et l'empathie affective, je ressens l'émotion. Voilà. Donc c'est deux éléments bien différenciants. Certaines personnes qui ont une empathie, qui ressentent l'émotion, donc affective, si elles ont trop une empathie affective importante, en termes de management, ça pose de problèmes parce qu'elles sont en permanence consacrées au sentiment des autres, au tiraillement, et ça leur demande beaucoup d'énergie. Donc comment faire un passage de l'empathie cognitive, de l'empathie affective à l'empathie cognitive, qui est « je comprends ce dont tu as le besoin ». Et voilà, et là c'est vraiment, en termes de profil, c'est vraiment un axe majeur. L'empathie, elle permet rapidement aussi dans une équipe de fédérer, de comprendre un peu les forces, les faiblesses, d'amener les gens à mieux collaborer ensemble. C'est un élément indispensable de l'intelligence collective. Voilà. Il y a l'intelligence relationnelle, c'est la capacité à coopérer, et la capacité donc à communiquer. Parce que bon, là c'est l'individu, et là à nouveau il va dans un groupe. Voilà. Après, le dernier élément, c'est les facteurs environnementaux. C'est-à-dire que là, on est passé sur l'individu, ses relations groupe. On s'est aperçu, pendant toutes ces recherches, parce que là, tout ça c'est coté. Il y a derrière un outil qui s'appelle l'Innovation Profiler qui permet d'avoir des notes très précises sur l'ensemble de ces dimensions. Sur les aspects cognitifs, c'est vraiment des exercices, des jeux qui vont nous amener à avoir un indicateur fort. Et sur les aspects environnementaux, c'est la perception des gens sur leur environnement. Et on s'aperçoit que la perception des gens sur leur environnement touche énormément les facteurs de compétences. C'est-à-dire, quels sont les facteurs clés de compétences de l'environnement pour favoriser l'innovation ? 1. Le soutien de l'organisation. Est-ce que je suis soutenu par mon organisation ? L'organisation au sens un peu métaphorique. Voilà. Est-ce que j'ai une bonne cohésion à la fois dans mon équipe et à la fois en inter-équipe ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la transformation et dans l'INO, à chaque fois, on se log avec d'autres équipes, on communique avec d'autres équipes. Est-ce que j'estime que ma perception du travail, de l'organisation du travail est bonne ? Un élément essentiel. Est-ce que j'ai assez d'autonomie pour faire ? Est-ce que, finalement, j'ai du soutien aux nouvelles idées ? Et deux éléments clés, c'est la coordination et la collaboration. Alors, il faut bien savoir que c'est deux notions différentes. L'une, c'est se dire, on porte ensemble la table pour aller à un bon endroit. Donc, on fait en chose, on se coordonne pour y arriver. Mais la collaboration, est-ce qu'on a finalement le même but ?
à un moment? Est-ce qu'on va dans le même sens? On a la même direction? Parce que souvent, la difficulté, c'est de dire, bah oui, finalement, on s'aide, on voit que nos tâches sont plutôt bien faites, on collabore plutôt bien, mais chacun a des buts divergents. Il faut bien, à un moment, avoir un indicateur pour présenter si finalement, on a ensemble le même but. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quand on voit des retraits sur certains profils qui arrivent ici de ces éléments-là et de la collaboration, 9 fois sur 10, donc c'est vrai dans 90% des profils, on verra s'effondrer des compétences cognitives et comportementales. Parce qu'ils ne seront pas bien dans l'environnement dans lequel ils sont. On voit que sur certaines prises de poste, okay, il y a un moment où ça demande particulièrement d'impact sur des éléments cognitifs, et bon, on voit que des éléments cognitifs de certains endroits s'appauvrissent pour exploser plus à d'autres endroits. Je voudrais dire, c'est qu'on parle de flexibilité mentale. Le cerveau, aujourd'hui, est en capacité de répondre à des stimuli de l'extérieur et d'une manière fondamentalement puissante. Je donne un exemple en neuro. Si on se coupe une patte ou un bras dû à un accident, on va voir en imagerie cérébrale que finalement, on va recoder l'information, les sinus, d'une manière différente pour réapprendre. Et voilà, pour réapprendre, le cerveau va à nouveau, on est privé du langage, et ben, au bout d'un moment, on va réapprendre ce nouveau langage qui va se déployer sur d'autres zones du cerveau. Ben, c'est la même chose pour les compétences. Elles se déploient au fur et à mesure, elles sont en permanence dynamiques. Voilà, donc j'ai 3 messages, si je veux dire, c'est que 1, ne jamais figer les gens dans un profil. Vous n'êtes pas comme ça, comme ci, comme ça. Deuxièmement, et ça c'est ultra important, parce qu'une fois que vous avez dit, toi, tu es plutôt comme ça, ben, le mec, il va se confronter dans ce qu'il est. Donc, il ne pourra pas être en progression. Voilà. Deuxième élément qui est important avec les compétences, c'est de mettre des mots. C'est fondamental. C'est-à-dire que si vous voulez travailler au moins sur ces compétences-là, il faut au minimum les connaître. Voilà. Si on ne connaît pas, c'est comme un médecin qui va finalement poser... Rien que le fait de poser un diagnostic permet finalement d'avancer et de travailler. Et ben, connaître ces compétences-là permet tout simplement d'être plus efficace. Et il y a d'autres études en méta sur ce que je fais, où on fait des ateliers, ce que vous allez faire, où il y a des études qui montrent qu'en sortie et en entrée d'atelier, on est 30% plus efficace. Efficace, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire plus efficient, plus épanoui, et puis voilà, tout ça aussi, c'est une relation dont on a parlé encore, mais c'est sur le bien-être. Voilà, parce que l'objectif aussi de la productivité, il passe avant par le bien-être. Et donc par le développement de ses compétences. Mieux se connaître. Voilà, donc le troisième élément, c'est mieux se connaître. Et le dernier, qui me semble essentiel, c'est qu'on n'est jamais seul dans une entreprise, dans une organisation, on est ensemble. Et donc, ce n'est pas la construction d'un profil parfait qui est engageant, ça rime à rien. C'est un ensemble de profils qui s'organisent, une équipe qui vont ensemble aller vers, soit innover ou transformer l'organisation. Voilà, donc c'est connaître chaque ingrédient de ces éléments-là qui va faire qu'ensemble, on va pouvoir travailler mieux et aller plus loin. Voilà un peu les je ne sais pas si j'ai été très clair sur ma recherche, s'il y a d'autres éléments. Voilà, et grosso modo, pour revenir à un élément très factuel, aujourd'hui, donc, ces dispositifs sont mis en place sur des échelles assez grandes, dans des grosses organisations, et donc on n'est pas du tout au stade d'expérimentation finalement de cet outil et de cette méthodologie, mais au stade d'analyser finalement les bienfaits du développement des soft skills au sein des organisations.